Bonsoir à tous. À la veille de la visite du pape François au Myanmar, Église du Monde vous emmène à la rencontre des chrétiens de ce pays d'Asie du Sud-Est. Ils représentent environ 6% de la population, les catholiques 1%. En 2011, après 50 ans de junte militaire, eh bien, la Birmanie a vécu des changements politiques inattendus, des changements porteurs d'espoir. Mais le chemin vers plus de démocratie est chaotique. Le pays reste enlisé dans des conflits entre le pouvoir central et des minorités ethniques. On l'a vu, bien sûr, ces derniers mois avec la crise touchant les Rohingyas, minorités musulmanes, apatrides. Alors ces conflits, eh bien, ils touchent aussi les chrétiens, comme les Kachin, qui vivent dans le nord du pays. L'éducation laminée sous la dictature, elle est aussi un enjeu majeur pour l'avenir du pays, tout comme la liberté religieuse ou encore l'avenir de l'agriculture. Éclairage sur toutes ces questions avec notre invité Nicolas Irène. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chargé de mission au CCFD Terre Solidaire pour l'Indonésie, le Timor oriental et la Birmanie. Vous retournez régulièrement sur place. Votre dernière mission, c'était il y a 1 an. Et vous êtes en contact très régulier avec le Myanmar. Alors quand on parle de ce pays, eh ben, on pense, et en particulier depuis cet été, aux Rohingyas, minorité apatride d'origine musulmane. Ces derniers mois, plus de 600 000 d'entre eux ont été contraints à l'exil au Bangladesh, fuyant des persécutions commises par l'armée. Dites-nous un peu, tout ça est loin, évidemment, on a peut-être du mal à saisir ce qu'ils vivent réellement. Ils vivent un drame. C'est quoi la situation aujourd'hui pour ce peuple ? Il est effectivement une situation extrêmement dramatique parce qu'on est face à une population qui est forcée par l'armée à l'extérieur du pays, donc ils quittent leur terre, ils quittent leur maison. Il y a des exactions terribles, notamment contre les femmes qui ont été faites, et l'ONU parle de crimes contre l'humanité, ce qui n'est pas un léger mot. Et donc là, actuellement, 600 000 personnes, donc c'est énorme. C'est énorme, se trouve dans un énorme camp de réfugiés, enfin un mélange des camps, du côté de Bangladesh, donc l'autre pays en face. Et comment est-ce qu'ils vivent dans ces camps ? C'est très précaire. La situation est précaire, mais il y a beaucoup d'aides qui arrivent. Il y a énormément d'ONG, dont des ONG françaises d'urgence plutôt, qui installent les différents services de l'eau, de santé, etc., construction des habitats, etc. Alors, des chrétiens aussi souffrent, et peut-être qu'on l'oublie un petit peu ces derniers temps. C'est le cas des chrétiens Kachin dans le nord du pays. Ils réclament plus d'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous resituer brièvement un petit peu les raisons de ce conflit qui dure depuis très longtemps ? Oui, l'origine de ce conflit, c'est en fait la junte militaire qui avait voulu une sorte d'État unifié où tout était géré à partir de la capitale et donc par l'ethnie majoritaire qui sont les Bamars, d'où le nom d'ailleurs Birmanie ou Burma en anglais. Or, il y a énormément de minorités. Il y a 135 groupes minoritaires qui sont reconnus dans 6 grands groupes. Et un de ces groupes, c'est les Kachin. Or, ces minorités souhaitent avoir davantage d'autonomie sur leurs terres et sur leurs ressources naturelles aussi. Et là-dessus, le conflit traîne depuis très longtemps. Et des conflits armés, les Karen, qu'on connaît un peu mieux, mais aussi les Kachin, les Shan, de différentes minorités sont en conflit armé, donc avec l'armée birmane centrale. Alors, il y a cette question de l'autonomie, il y a aussi des tas d'autres enjeux, notamment de contrôle des ressources naturelles. Oui, c'est surtout ça. Je pense que le nord et l'est aussi du pays est extrêmement riche en tout ce qui est minéraux, mais aussi en tech, donc le bois, qui est largement exporté vers la Chine ou vers la Thaïlande, souvent sous contrôle des militaires ou des entrepreneurs qui sont liés aux militaires. Et ça, bien sûr, pas du tout en profit de la population, ni d'ailleurs dans le pays, et certainement pas les minorités. Et donc l'idée, c'est aussi pour les groupes armés, d'ailleurs, minorités, de re-avoir un contrôle et une gestion de ces ressources naturelles. D'accord. Et dans tout ça, eh bien, l'Église,
elle fait de la médiation auprès des différents acteurs de ce conflit. On se demande finalement, Église petite minorité, 1% en gros de la population, qu'est-ce qu'elle peut apporter ? Mais c'est peut-être cette position de minorité qui est justement assez intéressante. Oui. Donc, la différence ethnique n'est pas uniquement les ethnies Bamar centrales et les Kachin au nord, mais c'est aussi une différence de religion, parce qu'en fait, les Kachin sont plutôt chrétiens, plutôt protestants, baptistes. Là-dedans, il y a une toute petite minorité des catholiques qui peut être un peu un pont entre les Birmans bouddhistes d'un côté, les Bamars bouddhistes d'un côté, et les Kachin protestants de l'autre. Et d'ailleurs aussi avec les musulmans. Parce qu'elle est petite, justement. Parce qu'elle est petite, peut-être parce qu'elle n'a pas trop de place, pas en danger. Et on voit bien qu'il y a encore aujourd'hui, on espère que ça continue, une confiance qui est donnée aux catholiques, aussi bien par les bouddhistes que d'ailleurs par les musulmans et par les protestants. Donc là, on a une situation assez unique qui est assez intéressante. Alors pour peut-être mieux saisir avec vous ce rôle de l'Église dans la Birmanie d'aujourd'hui, on va faire un petit retour sur son histoire. L'Église, elle est apparue là-bas il y a 500 ans avec les missionnaires portugais. Elle s'est développée au fil des siècles, comme on le verra, notamment grâce à l'apport de missionnaires français, des prêtres, de nombreux prêtres des missions étrangères de Paris. Les explications du père Gilles Rétinger, qui est le supérieur général des MEP. Il était interviewé par Marine Le Boulanger. En 1689, des pères des missions étrangères vont être envoyés par Monseigneur Pignot de Béhaine. Ce sont les pères Géroux et Joret qui vont être envoyés là-bas et qui vont commencer à prospecter, à découvrir la Birmanie comme le font tous les prêtres des missions étrangères. C'est-à-dire en arrivant, ils se mettent en retraite, ils se placent sous le regard du Seigneur et ensuite ils commencent à étudier la langue, la culture, à rencontrer la population, à s'intégrer dans cette culture pour pouvoir se rapprocher des personnes et fonder une communauté chrétienne locale. Ça commence par l'achat de terrain, la construction de séminaires, la construction d'églises, puis d'évêchés et de grands séminaires, d'écoles. En Birmanie, évidemment, il y a aussi eu un très fort engagement dans la mise en place de ces structures, mais qui vont bien au-delà des bâtiments, parce qu'au-delà des bâtiments, c'est toute la colonne vertébrale de la communauté chrétienne qui se met en place. Notre mission, c'est vraiment de fonder et ensuite de remettre aux acteurs de la pastorale locaux et pour nous, finalement, de poursuivre notre chemin. Alors, les missionnaires MEP, ils ont aussi évangélisé les Chin. Dites-nous un petit peu quelle est cette ethnie ? Donc, les Chin, c'est une ethnie assez petite, en fait. Il n'y a pas énormément de monde. Je pense qu'il y a peut-être 200 000, 250 000, je ne sais pas tout à fait suivre mes chiffres. Mais c'est là, effectivement, que les missionnaires français, d'ailleurs, sont allés en premier lieu pour apporter la parole de l'Église catholique. Et c'est effectivement une des ethnies qui est majoritairement catholique. D'accord, aujourd'hui. Aujourd'hui, et donc les prêtres sont tous birmans. Il y a une église maintenant qui s'est inculturée. Inculturée, c'est local, qui fait partie de leur culture. D'accord. Alors, on était, nous, ces jours-ci à Rangoon, et on va parler un peu de cette église aujourd'hui. On a senti des attentes très fortes des catholiques qu'on a rencontrés, leurs espoirs par rapport à la venue du pape, là, très bientôt. On sent une dynamique, je ne sais pas, est-ce que c'est une dynamique liée à l'ouverture du pays ? On sent quand même ce souhait de contribuer aussi au futur de la nation. Oui, moi, je pense que l'Église a un vrai rôle à jouer dans cet avenir du pays, à la fois dans son développement, bien sûr, mais aussi pour la paix, aussi pour la justice. Peut-être aussi ce rôle un peu de minorité qui fait qu'on peut plus facilement parler avec les uns et les autres, la confiance dont on parlait tout à l'heure. Et on voit effectivement que la venue du pape, c'est quelque chose de phénoménal. Et c'est intéressant, pas que pour les catholiques, aussi pour les protestants, voire pour les musulmans. J'ai entendu un imam dans un des camps des réfugiés à Bangladesh dire qu'il y avait beaucoup d'espoir du fait que le pape venait au Bangladesh parler avec Aung San Suu Kyi. Enfin, ça, c'est quand même très beau, si on voit ça. Et il y a tellement de catholiques qui vont venir faire Rangoon, bien sûr, pour la grande messe, parce que ça, c'est normal, que les églises protestantes ouvrent leurs portes pour que les catholiques puissent y dormir et se reposer. C'est une solidarité assez magnifique. Rien que ça,
il y a déjà un parti de ce chemin à faire peut-être plus d'écoute, plus d'entente entre les religions. Et c'est tellement important, ce dialogue interreligieux. Voilà, c'est un vrai enjeu crucial. Vous nous direz d'ailleurs un petit peu comment le CCFD y contribue. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le cardinal Beau que nous avons rencontré il y a quelques jours, donc l'archevêque de Rangoon, interviewé à Rome pour le magazine Hors les murs. Il est revenu sur ces grands défis qui touchent le Myanmar et sur le rôle, justement, qu'entend jouer l'Église pour construire une nation. On écoute ses propos. Toutes les écoles ont été nationalisées après 1965. C'est la cause du déclin d'éducation au Myanmar. Après cette année, tous les étrangers ont été expulsés. Beaucoup de nos jeunes, à cause du manque d'éducation, se retrouvent au chômage. Beaucoup de jeunes deviennent travailleurs migrants à l'étranger. Ils vont en Thaïlande, en Malaisie, au Japon, en Corée. Beaucoup de nos jeunes filles sont victimes de traite humaine, en particulier en Chine, où sévit la loi de l'enfant unique. Donc les femmes sont mariées à de jeunes Chinois, beaucoup ont été victimes de traite de cette façon. Tout cela à cause du manque d'éducation. Donc je pense qu'au moins 3 millions de personnes travaillent en Thaïlande comme travailleurs migrants. Beaucoup deviennent esclaves en mer, dans l'industrie de la pêche. Tout cela à cause du manque d'éducation. Donc avant les années 60, le Myanmar avait un système éducatif très avancé. Pour améliorer le sort de notre jeunesse, l'éducation est notre priorité numéro 1. Récemment, l'Église, avec tous ses évêques, ont défini 5 plans pour construire la nation. Le premier est l'éducation, puis le dialogue interreligieux pour construire la paix dans le pays. Puis il y a l'émancipation des femmes, puis les droits des minorités ethniques, le dernier étant l'intégration du développement humain dans les missions. Voilà les 5 domaines d'intervention que nous avons identifiés pour lesquels nous travaillons. Tous les évêques, l'Église a décidé de se concentrer sur ces 5 domaines pour construire la nation. On l'entendait donc, le cardinal qui recite des gros défis que connaît le Myanmar aujourd'hui, notamment la traite humaine, l'esclavage. Voilà, c'est assez terrible en fait. Oui, donc là on voit vraiment les enjeux, c'est très très bien cité par le cardinal il y a tout à l'heure. Cette migration, donc en fait l'avenir pour la jeunesse, c'est une vraie question. Nous on est confrontés avec nos partenaires aussi à cette question de migration, qui sont souvent des Kachin d'ailleurs, parce que fuyant les conflits armés, ils sont allés en Thaïlande, parce que l'État a juste frontière avec la Thaïlande, donc à l'est. Il y a 2 ou 3 millions de migrants qui travaillent dans le BTP, dans la construction, mais aussi dans la pêche, etc., avec des questions, qu'est-ce qui sera l'avenir de leurs enfants? Est-ce qu'ils vont aller à une école avec la langue Kachin ou la langue Thaï? Enfin, il y a des partenaires à nous qui travaillent là-dessus. Et encore une fois, c'est l'éducation qui est un enjeu. Là. La traite humaine, qu'est-ce qui se passe? La traite humaine, et on le craint, et d'ailleurs le cardinal Beau en a parlé, et on craint aussi pour les Rohingyas, que les gens qui n'ont donc pas d'avenir là, direct sur leur terre pour faire leur riz, etc., comme un paysan, enfin dire normal, les jeunes de 18, 25 ans sont attirés de chercher ailleurs, peuvent entrer dans des relations avec des gens mal intentionnés et se trouvent effectivement quasi esclaves sur des bateaux de pêche industriels où les femmes, donc on vient d'entendre, forcées de se marier, par exemple en Chine avec les Chinois, et donc effectivement dans un esclavage sexuel. Du coup. On va peut-être reprendre avec vous les 5 points, les 5 points du plan qui a été mis sur la table par l'Église, qui entend agir pour le futur de son pays. Éducation, dialogue interreligieux, émancipation des femmes, droits des minorités ethniques et développement intégral.
Voilà, on va peut-être les reprendre point par point. Éducation avec évidemment des écoles. Le système a été mis à plat avec la junte. C'est aujourd'hui un gros problème crucial. Vous le voyez, ça, vous, avec vos partenaires? Ça fait partie des choses que vous La question est observez? plus complexe parce qu'il y a en fait un système d'éducation sous la junte, mais qui était, bien sûr, à l'intérêt de la dictature. Donc, il faut apprendre à lire pour pouvoir lire les slogans de la junte. Donc ça, c'est pas l'esprit critique. Et en fait, ça, c'est un des grands problèmes. Comment créer un esprit critique? Pour nous, c'est normal. L'école est quelque chose qui incarne presque ça, à penser pour soi-même. Ce n'est pas le cas en Birmanie, et c'est d'ailleurs aussi pourquoi beaucoup de gens peuvent suivre comme ça quelqu'un qui a des idées xénophobes sur une minorité absolue comme voilà, c'est ça, il faut manipuler. Donc l'éducation, c'est très important. L'Église catholique a ses écoles, mais ça reste toute petite. Bien sûr. Heureusement, les bouddhistes aussi, parce que les bouddhistes ne sont pas uniquement les bouddhistes nationalistes, extrémistes. Là. Il y a aussi un énorme mouvement de bouddhisme, ce qu'on appelle le bouddhisme socialement engagé, qui vient un peu de Thaïlande, et qui essaie justement d'avoir un rôle important là-dedans. Un rôle important, qui a un rôle social, que nous, on appuie aussi. Donc, en tant que structure catholique, on peut tout à fait aussi faire bénéficier les structures bouddhistes. On n'a pas de religion, justement, là-dessus. Et donc, ces structures, les monastères bouddhiques mettent en place des écoles et ont besoin d'être renforcés, notamment sur le plan pédagogique, parce qu'on n'est pas comme ça enseignant, bien sûr, ou maître. Et donc, un des programmes que nous, on appuie, c'est effectivement aider ces écoles monastiques de se renforcer. Il y a maintenant 160, je pense, qui sont déjà en place. Mais bon, il y a encore de la matière. D'accord. Il faut développer ce type de choses aussi. Je pense que c'est important parce que si on ne fait pas ça, si on n'a pas effectivement une réflexion critique de la jeunesse, ce sera très difficile après de construire le pays. Voilà, c'est ça. Et d'avoir une génération qui peut s'engager, qui peut être active. Et quelque part, l'ouverture qu'on a vue depuis 2011, d'abord sur la junte et maintenant donc avec le gouvernement démocratique, entre guillemets, en place, est une ouverture qui fait entrer toute la mondialisation en moins de 2 minutes. Là où chez nous, c'était relativement, on va dire, étalé dans le temps, ce n'est pas le cas là. C'est dans une année, tout d'un coup, il y a des téléphones portables, le Facebook pour tout, la communication extrêmement rapide, la réactivité des tweets, etc. Tandis que pendant 50 ans, on n'avait même pas un journal. Du monde. Même pas un journal critique, pas une seule chaîne télé, etc. Donc, on voit bien que là, il y a un basculement, une vraie révolution. Comment gérer comment accompagner ça, comment maîtriser aussi un peu ça, sans tomber dans les excès, ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Le dialogue interreligieux, le CCFD, il est actif là-dessus? Oui, nous, on pense que c'est vraiment là aussi, et notamment avec les jeunes, là, il y a un vrai enjeu aussi. C'est là aussi de ne pas penser que l'autre est un ennemi parce qu'il y a une autre religion. Donc déjà, parce que les catholiques sont minoritaires, mais aussi parce que peut-être les bouddhistes doivent aussi mieux prendre en compte les pensées des autres. Et donc, on appuie un partenaire qui s'appelle KMF, qui a créé une sorte de cercle avec des groupes de jeunes de différentes backgrounds, comme on dit en anglais, catholiques, protestants, bouddhistes, musulmans, qui discutent entre eux sur comment voir la vie, quel est le sens un peu d'être jeune, aussi des problèmes classiques des jeunes, bien sûr, enfin, l'amour, j'imagine, etc. Et qui permet effectivement de créer davantage de confiance, de connaissance. Et j'ai entendu les retours où notamment les musulmans disaient que finalement on nous écoute, finalement on est juste un jeune avec les autres jeunes, on n'est plus marqué comme étant... Et donc là, c'est quand même assez formidable qu'on peut appuyer ce type d'initiative. C'est intéressant. Vous sentez qu'il y a cette soif d'une jeunesse là, qui a envie de faire avancer le pays ou pas? Comment vous voyez ça? Oui, j'étais de nature peut-être très... je cherche positif, parce que c'est assez facile dans le contexte. Il y a beaucoup de jeunes engagés ou pas? Ah oui. Je parle de ces groupes, des dialogues interreligieux, mais il y a tout un programme de formation qui se fait aussi autour des jeunes leaders pour tout ce qui est développement communautaire, un peu le développement humain intégral, le 5e point qu'on vient d'entendre là, qui est porté par un de nos partenaires qui essaye aussi là aussi de former les gens, non pas 2-3 jours, mais un vrai programme sur 50 jours pour effectivement après pouvoir développer les initiatives de développement, de renforcer l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, à l'eau potable, etc. dans les villages. Et ça, c'est quand même une jeunesse qui veut une autre société, il me semble, et qui ont voté pour Aung San Suu Kyi, c'est sûr, et qui souhaitent, et qui sont très dans l'embarras quand ils entendent l'histoire de Rohingya, parce que c'est pas ça leur vision, bien sûr. Que faire dans ce contexte très difficile où il y a une xénophobie d'un côté et les jeunes qui voudraient autre chose de l'autre? C'est pas facile.
les femmes aussi. Les femmes, elles sont aussi assez actives, je crois, dans ce pays. Mais il y a aussi cette question de l'émancipation, hein, comme l'évoquait le cardinal. Oui, je pense que les femmes sont extrêmement actives parce que pour beaucoup de parties du monde très rural encore, et donc du coup on est dans une tradition, etc. Porte tout, hein, pas uniquement la famille et l'habitat, mais aussi partie de l'économie, bien sûr. Quand les hommes sont partis faire leur guerre là, de libération, c'est très bien, mais qui s'occupe des villages? Mais c'est les femmes, encore une fois. Et notamment dans les camps. Dans les camps, il y a énormément de femmes. Les hommes parfois rentrent le soir, mais il faut requitter. Donc c'est une situation pas simple. Hein. Avec toujours les 50 années de dictature, et donc pas forcément beaucoup de mouvements d'émancipation des femmes, etc. Enfin, aussi sous une espèce de bannière socialiste à l'époque, mais ça c'était totalement contrôlé par le parti unique. Et donc c'est là le moment d'aller... Et c'est pas très très simple, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de violence contre les femmes. Heureusement, il y a des avocates qui essaient de défendre ces femmes quand il y a des cas juridiques ou des conflits, etc. Souvent liés, encore une fois, au monastère bouddhiste. Hein. Parce que je pense que c'est là qu'ils trouvent peut-être davantage une écoute, une parole, un peu comme si on venait à l'église. Elles peuvent se réfugier dans ces lieux. C'est la parole du pape, hein, quand il dit que les Rohingyas sont poursuivis, mais juste pour le fait qu'ils souhaitent être musulmans de foi. Donc des enjeux aussi sur les femmes, minorités ethniques, on en avait parlé, et cette question du développement intégral. Il y a un aspect qu'on va évoquer avec vous, puisque c'est votre champ d'expertise aussi, c'est les enjeux agricoles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Myanmar? Là, de nouveau, on sort donc de 50 années un peu de système fermé, donc quelque part une agriculture qui restait pour une très grande partie encore traditionnelle. Donc un certain équilibre avec la terre, avec la nature, etc. Aujourd'hui, il s'ouvre, ça fait 5-6 ans que c'est ouvert. Beaucoup d'investisseurs trouvent ça fantastique et souhaitent y aller. Il y a les grands terrains qu'on peut peut-être mettre en monoculture, avec une production, avec des intrants chimiques, etc. Et donc, on entre dans cette conflit avec la terre, avec la mère terre, comme on dit dans la date aussi. Et nous, on a pris un peu l'option pour dire qu'on va appuyer les acteurs, les organisations, les hommes et les femmes qui souhaitent justement plutôt aller dans une agriculture qui respecte la nature, donc agroécologie, permaculture, etc. Plutôt des cultures associées, qui traditionnellement d'ailleurs étaient souvent la culture, notamment des minorités. Hein, donc quelque part, qui se sont perdues après. Qui sont perdues ou qui sont en train de perdre. Donc c'est aussi une sorte de défense, non pas que de l'agriculture, mais de la culture des minorités en termes de relation avec la terre. Leur pratique. Oui, d'accord. Donc là, vous développez certains projets avec des partenaires locaux. Oui. L'enjeu, dans le fond, c'est de développer ces dimensions-là qui sont plus respectueuses et de ne pas être tenté par la productivité massive avec des intrants et autres. Oui, c'est ça. Hein, c'est la vraie question un peu là devant le gouvernement birman, en fait. Quel modèle de développement souhaitons mettre en place? Est-ce que c'est un enjeu, ça d'ailleurs, pour le gouvernement, cette question agricole et plus largement le développement économique? Je pense que quand on cherche un peu plus les soubassements, on va dire, des conflits, y compris le conflit des Rohingyas, hein, pour moi, c'est quand même pour une grande partie aussi des questions économiques. Bien sûr. Est-ce qu'on va faire des grandes zones économiques spéciales, comme il y en a une dans le sud, un à Yangon et un, comme par hasard, dans l'État d'Arakan, où il y a des ressources, une zone économique, c'est plus de prendre les terres, où il y a quand même des gens, hein, ou des pêcheurs, et en faire des lieux. Et on fait des énormes plateformes où on espère que l'industrie lourde va arriver, des raffineries, etc. Parce que devant l'État d'Arakan se trouve aussi les réservoirs de gaz. Il y a un oléoduc qui va en Chine, donc on voit bien... La Chine est vraiment très, très, très présent. Le ministre des Affaires étrangères chinois était encore hier à Rangoon pour dire qu'il était en bloc derrière le gouvernement. Pas du tout aligné sur une position de l'ONU. Hein. C'est clair que là, on a un enjeu économique énorme qui est devant nous. Quoi. Et donc, pour nous, c'est un peu la question aussi. Quel modèle Aung San Suu Kyi va choisir? Est-ce que c'est un modèle un peu équilibré, où il y a peut-être un peu d'investissement, certainement, mais vraiment en attention particulière pour la terre, pour tout ce qu'on essaie d'expliquer en la date aussi, par exemple. Hein. Ou est-ce que ça va effectivement faire un investissement lourd en cherchant des investissements à la sauvage, avec aucun contrôle, sans droit de syndicat, avec les minorités qui perdent leur terre, etc. Difficile aujourd'hui de savoir quelle sera l'option choisie. Oui,
on craint un peu le modèle néolibéral parce que toute l'Asie du Sud-Est a fait ça. Donc c'est quand même un modèle dominant. Donc c'est important d'avoir des forces un peu qui sont contre, qui montrent que c'est pas ça qu'il faut faire, qui développent des alternatives qui sont convaincantes aussi, etc. Et donc nous on essaie d'être plus dans ce modèle un peu autre que ce modèle très lourd qu'on a vu ailleurs. Un dernier mot peut-être sur la visite du pape, grand moment puisque première visite d'un pape en Birmanie. Qu'est-ce qu'il peut apporter dans ce pays ? Il va voir Aung San Suu Kyi. Donc ça, c'est déjà, bien sûr, quelque chose de très important. Personne ne sera dans le secret de cette rencontre. Bon, on le sait, le pape, il peut surprendre. Et peut-être il va quand même apporter le mot juste qui permet, j'espère, à Aung San Suu Kyi de voir autrement cette question de Rohingya et effectivement aller faire un développement humain intégral qu'on souhaite tous. Merci beaucoup Nicolas, Irène, d'être venu nous apporter votre éclairage sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez la revoir sur notre site, nos réseaux sociaux. Et puis je vous invite aussi à regarder le magazine Hors les murs, tous ces jours-ci à Rangoon, entre Rangoon et Rome. Et puis bien sûr, évidemment, vous le savez, KTO sera présent pour vous faire vivre la visite du pape, vivre en direct les grands temps forts de cette visite qui sera d'abord en Birmanie, puis au Bangladesh. Très bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Au revoir.